Les 15 dernières années, le port autonome de Douala dépense 150 milliards, soit 10,5 milliards par an pour le dragage de son chénal. Pour tordre le cou à cette hémorragie financière, des engins nouveaux sont inaugurés par le Premier ministre Joseph John Bouté. Une véritable reprise à main progressive du port autonome de Douala par l'État du Cameroun. Un secteur qui réclame aussi la maîtrise de l'État du Cameroun, c'est le secteur de la climatologie. Alors que la communauté internationale célèbre les catastrophes, le Cameroun, lui, est le théâtre des phénomènes de la nature qui donnent des sueurs froides aux populations, tout comme la taxe sur le smartphone. Mesdames et messieurs, voilà la doxale des 52 prochaines minutes. Vous regardez la rétrospective de la semaine qui s'achève. Fait du port de Douala un port de référence dans le golfe de Guinée et un objectif tout trouvé par le nouveau directeur du port autonome de Douala, Sylvus Ngor. Des engins nouveaux sont acquis, inaugurés par le Premier ministre, des engins qui permettront de draguer continuellement le chénal du port, une véritable maîtrise du port de Douala par l'État du Cameroun. Le condensé de cette visite du Premier ministre, c'est avec l'île Pidjo. Plus de 40 ans que les quais du port Bonabéry n'ont pas reçu un invité de marque. Ce mercredi 13 octobre, Joseph John Bouté remet ça. Le Premier ministre chef du gouvernement a pu apprécier entre autres l'aménagement de la voirie portuaire pour une plus grande fluidité. Le terminal à conteneurs, la task force du projet de sécurisation du port autonome de Douala avec l'installation d'un système de surveillance du port et de la côte pour une meilleure gestion du trafic maritime et un contrôle biométrique des entrées de l'espace portuaire et la régie du terminal à conteneurs. La première phase de cette visite achevée, le Premier ministre rejoint les autorités administratives, traditionnelles, portuaires, membres du gouvernement, hommes d'affaires, entre autres, sur le quai numéro 10 du port de Douala Bonabéry pour la cérémonie d'inauguration et de mise à l'eau des engins nautiques acquis par le port autonome de Douala. Une acquisition d'engins qui rentre dans la mouvance de normalisation et de rénovation du PAD, de l'exploitation du terminal à conteneurs après 15 années de concession. Ces engins vont également faciliter le dragage du chénal d'accès au port de Douala Bonabéry avec un impact positif sur les dépenses. L'ambition que nous avons, c'est de partir d'une dépense annuelle de dragage de plus de 10 milliards par an en moins de 5 milliards. Avec les deux équipements que nous avons acquis dans la drague aspiratrice et la drague stationnaire, nous sommes désormais en mesure de le faire. En plus de draguer, je voudrais indiquer que cette régie de dragage donne l'opportunité de création d'emplois et de richesses. Parce que avant ceci, nous avions l'habitude d'aller déverser les résidus de dragage très loin en mer. Désormais, nous allons les traiter, nous allons les valoriser, de telle sorte que le sable notamment va servir à réduire les coûts de construction des logements et des travaux. Aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est cet aspect de développement des infrastructures qui est une volonté du président de la République et la politique gouvernementale. Et en tant que conseil d'administration, nous servons de couloir de transmission entre le gouvernement et la direction générale. Cette mise en service des engins par le Premier ministre chef du gouvernement témoigne de la volonté de l'État camerounais de nationaliser l'activité de dragage du chénal pour rétablir la souveraineté de l'État sur l'entretien de la principale autoroute d'accès et de sortie des biens du Cameroun.
ces nouveaux engins que le port autonome de Douala vient d'acquérir et que nous venons de mettre en service sous l'éclairage du président de la République, Paul Biya. Nous avons visité tous les aspects de ce port et nous sommes très contents de la manière dont ces travaux se déroulent. Et je crois que sous les instructions du président de la République, le port autonome de Douala est en train de se transformer en un véritable pôle pour la sous-région. Cette prise en main locale dans la gestion du port autonome de Douala s'est célébrée par la remise des distinctions honorifiques à quelques personnels de l'autorité portuaire, la visite des engins nautiques par le Premier ministre et enfin l'invocation de la bénédiction des ancêtres par les chefs supérieurs de la communauté Sawa. Pour parler de cette actualité portuaire, nous recevons sur ce plateau quelqu'un qui a œuvré pendant longtemps sur la place portuaire, presque 40 ans, au service du port autonome de Douala. Il s'appelle Gallus Fouda. Bonjour Gallus. Bonjour Victor, Charles. Monsieur Gallus Fouda, avec toutes ces nouvelles acquisitions, qu'est-ce qui va réellement changer au port de Douala? Vous me posez là une question-réponse parce que, tout d'abord, c'est pour vanter l'expertise camerounaise. Je commence par là parce que nous avons une maladie. Le Cameroun n'a pas d'expertise, Je suis très content aujourd'hui parce que le Premier ministre, chef du gouvernement, est venu vivre lui-même. Tout ce qui se passe au niveau du port aujourd'hui, c'est des Camerounais, des techniciens camerounais. Ça ne sert à rien d'importer ce qu'on peut trouver sur place. En ce qui concerne le port, vous avez suivi les interviews. Avec l'aménagement du chenal, notre port va changer de dimension au niveau international. Et deuxièmement, tel que je vois venir, je vous ai toujours dit le port de Rotterdam est un port fluvial. Pourquoi notre port ne pouvait pas recevoir des grands navires? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer de façon concrète, puisque ces engins sont déjà là? Est-ce qu'on pourra avoir des navires de plus en plus grands? Je vous ai dit, je suis en train de vous répondre. Ces engins sont là, ça va draguer, et je vous ai toujours dit, 1 centimètre d'enfoncement, ça fait 40 tonnes de marchandises. Plus nous avons une profondeur assez grande, plus on reçoit des navires. Conclusion, en draguant nous-mêmes, nous partons à recevoir bientôt les grands navires. C'est ce que je vous dis parce que on va recevoir les grands navires, la technologie est développée, le port doit être très bien équipé aujourd'hui et je crois que c'est une avancée positive pour notre port. Mais au-delà de la modernité, Fouda, Gallus, quels sont les vrais enjeux de l'espace portuaire aujourd'hui au Cameroun? Monsieur Hector, le port du Cameroun, la façade maritime, c'est l'entrée, la sortie d'une maison à quelqu'un. Quand vous avez un port, c'est le poumon économique. Tout ce qu'on dédouane, les impôts et tout ça, ça sort du port. Et le port, c'est aussi le cash flow. Tout de suite, là, vous avez le cash flow en direct. Voilà les avantages d'un port. Je pense que si nous maîtrisons déjà nos entrées, nos sorties de notre maison, pourquoi ne pas évoluer? On va évoluer. Vous avez suivi en quelque temps ce que Céline a fait. Je remercie le chef de l'État, je remercie le Premier ministre qui est arrivé, je remercie également le conseil d'administration parce que tel que ça se présente au niveau du Cameroun, ça a coûté combien ces engins? Alors qu'on allait dire quelque part que ça a coûté plus de 200 milliards. Vous devez donc comprendre qu'avec une bonne gestion, nous allons atteindre nos objectifs. Ça ne coûte pas aussi cher que ça, mais il faut la bonne gestion. Mais M. Fouda, est-ce qu'il suffit d'acheter de nouveaux engins pour faire d'un port un port compétitif? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres mécanismes qui entrent en jeu? Si oui, lesquels? Monsieur Hector, quand on aménage un port comme celui-là, il faut que vous sachiez que notre port était envoûté par certaines personnes. Avec ces engins, avec la régie, le terminal à conteneurs, M. Toc, notre port va faire un boom et on va recevoir beaucoup d'argent.
les bateaux au niveau de la façade extérieure, déjà, notre port va retrouver la crédibilité et ça serait l'attraction pour que les bateaux viennent au port de Douala. Plus les bateaux y sont, plus nous recevons beaucoup d'argent. C'est ça le véritable problème. Et je vous rappelle une chose, que tel que c'est parti, d'autres aménagements sont prévus. Et vous allez voir d'ici quelques années, même pas quelques années, quelques mois, vous allez voir une fois de plus le port de Douala s'exploser. Ce n'est qu'un début. Monsieur Fouda, c'est vrai, on voit des avancées notoires en termes de modernité du port autonome de Douala. Mais qu'en est-il des goulots d'étranglement qui ne favorisaient pas l'enlèvement rapide des marchandises au port de Douala? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne rencontre pas toujours ces goulots d'étranglement? Pourquoi? Il y a quel problème? On vous a dit qu'il y a quel problème? Je parle au niveau de l'enlèvement des marchandises. Est-ce que c'est déjà visible en 72 heures comme on avait... Est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a pas de problème. Je vais vous dire une chose. Dans le port, il faut que les Camerounais comprennent bien. Dans le port, il y a beaucoup de sociétés. Quand il y a un retard chez un acolier, on dit que c'est le port. Il y a peut-être un retard en douane, c'est toujours le port. Ce n'est pas le port. Je vais vous expliquer. Quand le conteneur arrive, la RTC débarque le conteneur et pose et le garde. Il faut la procédure douanière. S'il n'y a pas de procédure douanière, c'est là où la douane donne une information électronique que ce conteneur, vous pouvez le libérer. Parfois, il y a des problèmes d'Internet. Ce n'est pas ni le problème de la douane, ni machin. Ça bloque le système. On commence à dire que le port ne fait pas son travail. Vous savez que le système Internet au Cameroun n'est pas stable. Nous vivons ça tous les jours et les gens ne veulent pas comprendre. Celui qui était là, parce que parfois le globe camerounais est ingrat, celui qui était là, les conteneurs faisaient plus de 20 jours, les gens ne criaient pas autant. À peine la RTC est arrivée, on dit, oh, c'est ce qu'ils n'aiment pas. Je crois que, tel que c'est parti, à l'époque, avant que ces sociétés prennent le terminal à conteneurs, on sortait 400 conteneurs jour. Aujourd'hui, la RTC a déjà atteint ce régime et même le dépassé. Quand les conteneurs sont dédouanés, et qu'il n'y a pas un problème Internet, les conteneurs sont dehors. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de magie. Mais M. Fouda, les populations s'interrogent sur le double emploi qu'on remarque dans ce secteur du port autonome de Douala avec le dragage. On voit le port de Douala aujourd'hui qui a de nouvelles acquisitions pour draguer le chenal. Pourtant, à côté, on a un autre dragage qu'on voit qui est fait par l'entreprise Dangote. Ce double emploi-là, est-ce qu'il ne sera pas un problème demain? Quel problème? On vous a confié un quai, on vous a confié votre maison. Si vous balayez vous-même votre propre maison, c'est quel problème? Vous savez que c'est le quai. Quand il tombe dans l'eau, ça crée comme les pierres, c'est-à-dire ça durcit, ça devient comme un mode de terre. Et puis il faut draguer de temps en temps pour éviter les problèmes avec le navire. Donc si Dangote balaye sa maison, quel problème il y a? Quand on vous confie un quai, comme on a confié un quai, Dangote il va l'entretenir. Donc, je ne vois pas l'impact là-dessus. Mais que pensez-vous de ceux qui pensent que l'État met plus de moyens au port de Douala et au détriment des autres ports du Cameroun? Pourquoi? L'État a mis des moyens. C'est vrai, parce que je me rappelle à l'époque, c'est l'un des premiers ports. Et puis, l'État a peut-être aménagé le terminal en conteneur à près de 50 milliards. Bon, aujourd'hui, il faut développer le port, il faut que je vous le dise. Quand vous avez un port, actuellement, là où il est là, ce n'est pas le gouvernement qui a donné l'argent au PAD, parce que le port, c'est au final lui-même. C'est vrai que le PAD, c'est le gouvernement, il faut travailler cet argent pour améliorer le port. Donc, conclusion, l'État donne des moyens, mais il faut développer vous-même en trouvant des moyens. C'est ça le véritable problème, M. Etok. Donc, il y a le directeur, la RTC, ceux qui étaient là, ils sont venus nous piller, ils sont venus nous déstabiliser, jusqu'à créer le système pour déstabiliser le gouvernement. C'est ce que j'ai dit. Bon, en 6 mois, la RTC a produit 24 milliards. Et ce monsieur, en un an, il donnait 4 milliards et demi à l'État. Il fallait même les D7 pour qu'il verse cet argent. C'est pour vous faire comprendre qu'avec cet argent, bien géré, le port va se développer davantage. L'État a déjà donné
il a déjà sifflé. Maintenant, c'est les gens en place, les opérationnels, qui doivent produire cet argent pour développer le port. Monsieur Fouda, les informations que nous avons reçues lors de la visite du matériel du port par le Premier ministre, c'est que pour le dragage, les 15 dernières années, le port autonome de Douala a dépensé 150 milliards, soit 10,5 milliards par an. Aujourd'hui, on parle d'une diminution de des coûts de valeur de 5 milliards. Qu'est-ce qui pouvait justifier avant cette hémorragie financière? Mais, monsieur, vous n'ignorez pas que le Cameroun, avec nous les Camerounais, on n'est pas sérieux. Avant l'arrivée de ces gens, le port autonome, l'État avait formé les grands techniciens de dragage. Il y avait la Drague à l'époque, il y avait Chantal et autres. Et au niveau du terminal conteneur, il y avait des techniciens pour entretenir les portiques. Ils sont arrivés, ils ont foutu ces gens dehors. Maintenant, je continue à vous dire, quand l'État le faisait, on partait entre 300, 250, 300 millions par an, et même moins que ça. Et quand on leur a donné ça, on dit, oh, ça, ils appelaient ça à l'époque terre promise. Puisque c'est même une bêtise. Parce qu'on devait, dans l'appel d'offres, on ne devait pas mettre le dragage. On ne sait pas combien il a fait pour qu'on introduise le dragage dans l'appel d'offres. C'est une bêtise d'abord. Quand on dit le Cameroun est un pays de droit, ils n'ont pas respecté. Ils n'ont pas respecté les textes. Maintenant, quand les gars sont arrivés, ils ont compris. Je vois une société chinoise ici, en 2 ans, ils nous ont pris 18 milliards. Et c'est une catastrophe. On faisait 200, 350 millions par an. Quand les Camerounais aiment gérer leur affaire, dès que les gars sont arrivés, quand ils arrivent au Cameroun, ils ne viennent pas s'amuser. C'est parti de 250, c'est 1 milliard, machin, jusqu'à 10 milliards. C'est trop. Les gens ont passé le temps à nous piller. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que moi, je lance toujours un appel qu'il faut arrêter ça. Mais est-ce que ces multiples projets réalisés par le port autonome de Douala ne cachent pas un agenda? Parce qu'on a d'abord vu le terminal à conteneurs récupéré par le port. Aujourd'hui, on parle du dragage qui devient typiquement camerounais. Est-ce qu'il n'y a pas un agenda caché de récupération entière des activités? Monsieur, vraiment, je ne voudrais pas que vous me posiez cette question. Je vous ai dit, la façade maritime était maîtrisée par les Camerounais. C'est-à-dire, il y avait Camship, nous avons connu, peut-être tu n'étais pas encore né. Il y avait Socamarc, il y avait Camtener. Ensuite, il y avait la régie. Ça tournait, ça donnait de l'argent. Mais ils sont venus parce que quelqu'un nous a dit il faut privatiser. Ces grandes, je ne sais pas comment aussi la banque, il est venu privatiser pour nous déstabiliser. Ce n'est pas un problème de récupération. Le port nous appartient, nous ne sommes pas les gagnants. Nous ne sommes pas les Burundais, nous sommes Camerounais. Donc les Camerounais maîtrisent leur situation. À l'époque, c'était les Camerounais, ce n'était pas eux. On a eu une impression que c'est eux qui ont... Ils ont donc apporté quoi depuis qu'ils ont pu le port? Rien. Vous êtes là depuis au port. Vous avez vu l'aménagement? Le port est devenu très beau maintenant. Dans un port, quand on est dans un port, on doit être content, la joie. Mais vous entrez dans un port, c'est sinistre comme si c'était un cimetière. Mais en quelque temps, vous ne voyez pas comment ça a changé la vision du port vous-même. Et on continue à le faire. C'est pour vous faire comprendre. Monsieur Fouda, est-ce que vous êtes arrivé au port de Tiko? Oui, je suis arrivé au port de Tiko. Quel aspect ce port présente? Écoutez, c'est dans les projets du Cameroun. Nous devons avoir plusieurs ports. C'est tout à fait normal. Il y a le port de Tiko est comme un port artisanal. Même le port de Kablimbo, c'est la même chose. Mais ce qui veut dire, c'est que dans les projets, on doit avoir plusieurs ports. Un port, le port de Kribi, le port de Douala, le port de Tiko, le port de Limbe et Kamlimbo. Mais seulement, je pense que l'État est conscient pour doter du Cameroun de plusieurs ports, comme partout ailleurs. Donc je pense que, je l'ai toujours proposé, moi je ne suis pas économiste. J'avais dit, on aménage bien le port de Douala. Si on aménage bien le port de Douala est plus grand que le port de Tema. Si on l'aménage bien, on peut recevoir peut-être un navire à la fois. C'est des emplois. On aménage le port de Limbe. Entre Limbe et Douala, ça devient un seul port parce que c'est moins d'1 heure. Alors maintenant, on se retourne vers le Nigeria qui a 200 millions d'habitants, ça fait 200 millions de consommateurs. Tout est parti.
Il faut avoir la stratégie. Et on aménage même le port de Tico. C'est la même chose. Ces ports-là seront avalés par le port de Douala et ça devient un seul port et c'est le boom économique. Fouda Galius, avec ces nouvelles acquisitions, l'enjeu est tout trouvé. C'est un avenir radieux qui s'ouvre pour le port autonome de Douala. Je vous propose d'écouter un extrait du speech du directeur général au cours de la cérémonie d'inauguration des nouveaux engins. Douala doit devenir le port de référence du Golfe de Guinée. C'est ainsi qu'en exécution de cette instruction présidentielle, de nombreux investissements ont été engagés pour arriver ce port aux standards internationaux reconnus du secteur. Je citerai sans être exhaustif l'aménagement d'arbories portuaires en zone amont et aval pour une plus grande fluidité de la circulation, répondant ainsi à l'une des recommandations fortes du Cameroun Business Forum. L'autre enjeu est de rétablir la souveraineté de l'État du Cameroun sur la principale autoroute d'accès et de sortie des biens de notre pays, car le risque a souvent été très élevé de voir au chenal inaccessible du fait du chantage permanent d'arrêt des travaux brandis tout le temps par les entreprises privées d'exploitation pour cette activité régulière. Monsieur Fouda Galius, quand on parle de port de Kribi, certains opérateurs économiques piaffent d'impatience d'attendre ce port industriel portuaire. Aujourd'hui, lorsque on fait un regard rétrospectif, est-ce que vous pensez que la façade que présente aujourd'hui Douala peut être calquée demain à celle de Kribi? Tout d'abord, je reviens sur l'essai du directeur général du port autonome. Il a bien parlé, c'est fini le chantage, c'est fini l'arnaque. Ce discours, pour moi, ce n'est pas un discours d'un directeur général, c'est le discours d'un patriote, d'un nationaliste. Parce que c'est vrai ce qu'il dit, il y avait beaucoup de chantage, beaucoup d'escroquerie dans ce système. Une fois de plus, je le remercie parce qu'avec cette acquisition, avec cette volonté, je crois que le chantage est terminé. On revient maintenant sur le port de Kribi et d'autres ports. J'aurais souhaité il faut que les gens soient particulièrement humbles. Parce que quand vous avez suivi la présentation du directeur général du port de Douala, c'était comme s'il donnait un cours de gestion portuaire. Si vous avez suivi. Je crois que d'autres ports devaient venir calquer la gestion du port de Douala. Si on revient au port de Kribi, moi, je l'ai toujours dit, je vais continuer à dire, pour moi c'est une déception dans l'ensemble. Parce que le chef de l'État avait promis 12 000 emplois aux jeunes. Il avait prévu un complexe industriel portuaire. Il avait prévu, il avait mis presque 400 milliards. Bon, aujourd'hui on nous sort un port, je ne sais pas combien, de 650 mètres de quai. Vraiment, je suis très dérangé. Parce que le port appartient à tous les Camerounais. Et quand on vous confie une mission, respectez la mission. Voilà aujourd'hui, Siruzingo, nous l'appelle notre Roger Mila, qu'est-ce qu'il fait? Le chef de l'État, il nous a dit, le chef de l'État m'a nommé, le reste c'est moi. Tout ce qu'il fait aujourd'hui comme orientation, c'est pas le chef de l'État. Le chef de l'État a fait son travail. C'est comme ça qu'on devait travailler. Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui en sécurité quand vous êtes au port de Douala? Pourquoi? Il y a quel problème? Je suis un maquisard? Non, je vous ai posé la question. Est-ce qu'en termes de sécurité, vous vous sentez à l'aise à l'intérieur du port de Douala? Bien sûr, aujourd'hui, nous sommes trop en sécurité. Il y a un système de contrôle. Même si vous ramassez les guilles au port de Douala, on vous voit. Ce qui ne se faisait pas avant. Donc nous sommes vraiment, il y a un système de sécurité qui a été mis en place. On a confié ce système à un colonel. Et c'est un colonel de l'armée qui s'occupe de la sécurité portuaire aujourd'hui. Un colonel bien formé. Ça, c'est l'idéologie du directeur général du port. Il faut qu'il y ait un port digne de ce nom. Donc, je vous dis une chose. Quelles sont les attentes que vous nourrissez aujourd'hui? C'est vrai, on voit le port qui a de nouvelles acquisitions. Vous avez parlé tout de suite en termes de sécurité. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en tant que syndicaliste, vous avez des doléances à adresser au directeur du port Siruzingo qui fait quand même des choses très appréciables de tous aujourd'hui? Quelle doléance? Monsieur Siruzingo connaît ce qu'il faut faire.
Je dis vous en tant que personne sur le terrain. Je suis sur le terrain. Pour le moment, tout se passe bien. Parce que moi, quand je vois, je parle. M. Shinga nous connaissons son calendrier. Et il y a ce que je peux dire aujourd'hui, par exemple, est déjà dans un projet, c'est-à-dire construction de magasins qui ont été construits depuis 1950 et autres. Voilà des choses que... Il faut refaire des infrastructures. Il faut refaire des infrastructures parce que c'est déjà trop vieux. Les magasins, là, ça coule de gauche. Il y a des petites choses, des choses qu'on va aménager à l'intérieur. C'est même plus petit par rapport à ce qu'il venait de faire. Donc tout cela, il nous a dit en réunion. Je continue à lui dire, merci monsieur le directeur général, parce qu'il nous a dit au départ, monsieur Foda, je ne suis pas venu m'enrichir à droite, je suis venu travailler. Je partirai d'ici, je laisserai un port digne de ce nom. Est-ce que vous avez l'impression que les personnes qui occupent la place portuaire sont favorables à cette dynamique impulsée aujourd'hui? Nous, on s'en fout. Je sais que dans ce désordre, c'est un Camerounais croquet. Nous le savons tous. Nous savons que ceux qui avaient ce port, à l'époque, certains Camerounais mangeaient les miettes derrière. Ils ne peuvent pas être contents. Moi, on m'a failli me jeter dans l'eau parce que je disais non à ce monsieur qui est parti. Aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux. Ça n'entre pas dans mon ventre, ça entre dans les caisses de l'État. Quand l'État a de l'argent, nous ne pouvons pas être déstabilisés. Je regrette. Donc, c'est pour vous faire comprendre que même quand il a présenté ses discours, vous pensez que tout le monde était content? Il y a des gens qui se sucraient dans ce désordre. Ce qu'on vient faire arrêter, les biscuits, les gambaches et tout ça, que les gens prennent de gauche à droite. D'autres prennent les vitamines sans prescription médicale. Parce que c'est le port et tout le monde doit croquer et casser la marmite. Donc en le faisant, quand vous voulez bien faire au Cameroun, vous êtes en train d'empêcher la nourriture des gens. On ne peut pas vous aimer. Monsieur Fouda, le port se développe. Quelle est aujourd'hui la situation du docker? Les dockers, si les ports se développent, je veux parler moi-même de mes dockers. Plus le port se développe, plus nous sommes en train d'améliorer les conditions de travail de nos dockers. Le Centrac n'a pas de problème. Ils le savent. Allez demander, vous allez voir comment on les équipe. On a essayé, pas qu'on a essayé, c'est pas facile. CNPS, tout, on essaie d'encadrer nos dockers. Nous avons signé un contrat avec l'hôpital militaire. En cas d'accident, on les transporte là-bas. Il faut maintenant réceptionner des dockers parce que d'après eux, ils étaient devant nu-pieds. Quand ils filment le tapioca, ils font la folie, parce que le tapioca est plus violent que la chambre. On les connaît, ils appellent ça Marlboro. Ils commencent à déranger les gens. Aujourd'hui, vous pouvez demander un docker du Centrac qui fait mal, il dort. Déjà, ils sont en train de travailler au niveau de douane. Ils disent carrément qu'il n'y a plus de vol là-bas. On a dit, si quelqu'un vole, on t'entraîne. Les gars sont respectueux, vous pouvez demander. Donc nous sommes en train de discipliner nos dockers. Et aujourd'hui, moi, je suis satisfait parce que le directeur délégué à RTC m'a dit, effectivement, je suis content d'être docker. Merci Fouda d'être passé sur ce plateau. Nous espérons que votre combat va se poursuivre vers d'autres ports, puisque Douala, lui, a déjà un rayonnement sur le plan international. Nous espérons que vous allez poursuivre ce combat pour d'autres ports tels Limbé, tels Tico, et puis pourquoi pas continuer avec celui des Kribi. Moi, je suis Camerounais, je parle des ports. Et moi, je continue à donner mon point de vue, puisque je suis un docker. Je porte le sac de riz sur la tête. Laissez-moi vos discours là, tromper les Camerounais. Bar plus 17, bar ceci, professeur, machin, ceci. Mais en matière de manutention, venez demander aux manutentionnaires, ils vont vous expliquer. Quand vous voyez le port de Kribi aujourd'hui, on parle des Philippins. Quand je regarde, je me rends compte que c'est un cache-nez. Parce que je ne vois pas dans l'administration un Philippin. Tu vois autre chose là. Donc j'ai dit carrément que c'est bien beau. Mais nous allons continuer, il faut qu'ils sachent que ce port appartient à nous tous, à tous les Camerounais. J'attire l'attention, parce que quand on vous nomme, même dans un poste ministériel ou n'importe quoi, ça devient un contrat de concession. Il faut qu'on arrête ça. Et puis je dis, nous sommes maudits, nous sommes malheureux. Ça le top. Vous avez 1 milliard, ça fait 1000 millions. Vous mangez 100 000 par jour, ça fait 27 ans. Tu continues à voler, tu as 70 ans, tu vas faire quoi avec? Pour ça, je demande, il faut qu'on construise notre pays. Je remercie une fois le fils de Yenga parce que c'est lui, je vous ai toujours dit, si il y a été une semence,
Je donnais cette séance au ministère de l'Agriculture pour qu'il y ait les semences bien dans toutes les familles, parce qu'il nous enseigne. C'est un bantou. Quand il prononce un discours, on analyse le discours d'un chef. Hein? Et les jeunes l'ont déçu, monsieur Ito. C'est vous les jeunes, c'est vous qui avez déçu ce monsieur. Je peux vous conter une chose. Siam Choué a été nommé ministre à 38 ans. C'était un jeune. Laissez-moi. Marafa a été nommé ministre, secrétaire d'État au final à 40 ans. À 44 ans, il était membre du bureau politique. Et il a confié la gestion aux jeunes. Nous sommes dans quel désordre? Si on récupère aujourd'hui, pour moi c'est une révolution. Pour moi, c'est l'indépendance qu'on vient d'obtenir. Merci. Merci pour cette indépendance. Merci. Bonne journée à vous, monsieur Fouda. Merci. La semaine est aussi marquée par l'application de la nouvelle taxe sur les smartphones, 33% du prix d'achat, une nouvelle donne qui n'est pas toujours du goût des concitoyens. Alors que vous suivez cette édition du journal, vous avez certainement à vos côtés un téléphone portable. Un outil quasiment incontournable qui pourrait peut-être vous coûter plus cher dès ce 1er octobre. Confère ce communiqué conjoint du ministère des Finances et du ministère des Postes et Télécommunications qui opérationnalise le dispositif numérique de collecte des droits de douane sur les téléphones portables. Pour les syndicats des consommateurs qui crient déjà au loup, c'est une autre montée de la pression fiscale qui impactera ces derniers. Nous dénonçons cette nouvelle hausse de la pression fiscale qui aura pour conséquence la réduction du pouvoir d'achat des consommateurs. Nous invitons le gouvernement à réduire son train de vie. Non à la nouvelle taxe sur les téléphones portables et les tablettes. Trop d'impôts tue l'impôt. Un tour dans les lieux de commerce de la capitale économique, nous nous rendons au lieu dit Ancien 3e, réputé comme espace marchand de gadgets téléphoniques. Ici, l'information est passée et aura certainement son impact sur le marché. On avait l'habitude de prendre chez les fournisseurs sans avoir ces problèmes-là. Si aujourd'hui on doit vivre le problème des taxes, il y a de quoi il va falloir qu'on augmente les prix des téléphones, qui seront forcément la marge de la taxe douanière. Un marché assez ralenti par la Covid-19. À côté de ce dispositif numérique mis sur pied, il faut dire qu'en 2020, plusieurs produits importés connaissent une nouvelle taxation. Des produits cosmétiques au tabac, en passant par les jeux vidéo et logiciels qui connaissent une modalité de taxation allant de 25 à 50%. Et voilà que s'ajoutent des téléphones portables, de quoi faire raccrocher les portefeuilles. Pour parler de cette actualité de ce plateau, un économiste, Serge Mpele-Onana, bonjour. Bonjour M. Itok et merci de m'avoir invité. Serge, comment on peut comprendre la nouvelle taxation sur les smartphones? Eh bien, il faut bien comprendre le contexte dans lequel s'inscrit cette réforme, parce qu'il s'agit d'une réforme numérique du gouvernement qui vise à collecter justement les droits et taxes sur les téléphones, mais aussi sur les terminaux importés, c'est-à-dire des tablettes et modems. Malgré la surveillance accrue de l'opération Halte contre le commerce illicite au Cameroun, Alcomi, il faut noter que depuis quelques années, les recettes d'importation de téléphones connaissent une baisse drastique. Et cette baisse est assez spectaculaire parce que rendez-vous compte, M. Itok, qu'au début des années 2000, l'administration générale des douanes percevait à peu près 2 milliards par mois de recettes sur les téléphones. Mais aujourd'hui, nous sommes à moins de 100 millions de recettes collectées mensuellement. Vous voyez que le gap est énorme. Et c'est d'autant plus préoccupant que on devrait s'attendre plutôt à une augmentation des recettes étant donné que l'offre en quantité de téléphones, entre-temps, a augmenté et également l'offre en qualité, puisqu'il y a des dernières sorties et autres. Donc, c'est paradoxal. Et à côté de cela, il faut dire que l'administration générale des douanes a également connu un bond en avant en termes d'ambition, c'est-à-dire en termes d'objectifs, parce que de 2005 où on était à 375 milliards de francs CFA d'objectifs
de recettes douanières. Nous sommes allés en 2019, c'est-à-dire 15 ans après, à peu près 840,15, quelque chose comme ça, 841, on peut aller à 841 milliards de francs CFA d'objectifs de recettes douanières. Alors, face à une telle ambition du gouvernement, il était important de voir comment résoudre le problème, c'est-à-dire voir qu'est-ce qui cloche. Certainement, des poches d'imposition ne sont pas maîtrisées et échappent au contrôle de la douane de manière frauduleuse. Et c'est dans cette logique donc une réflexion a été menée qui avait donc abouti à la réforme en question. Le gouvernement a soumis la réforme au Parlement qui a adopté et qui a consacré dans son article 7, dois-je le préciser, de la loi de finances de 2019, la dite réforme, qui a donc pour objectif, parce qu'il faut dire qu'au-delà de sa fonction de surveillance des frontières, la douane a une mission de recouvrement des recettes de l'État, d'optimisation de ces recettes-là, et également de sécurisation de ces recettes. Donc c'est dans ce sillage qu'a donc été adoptée cette réforme qui vise donc à permettre à l'État d'entrer dans ces fonds parce que c'est le patrimoine public et les Camerounais en ont besoin. Est-ce que vous avez une idée pourquoi seulement avoir choisi les smartphones? Est-ce que tous les téléphones sont concernés par cette taxe? Oui, tous les téléphones. Je dois préciser que la réforme engagée concerne les téléphones portables, mais aussi les téléphones fixes, y compris les terminaux importés numériques, dont modem et tablettes que j'ai tantôt mentionné. Et il faut dire que la loi n'étant pas rétroactive, cette réforme ne s'applique pas aux téléphones qui précèdent ou alors qui ont été importés et qui sont utilisés avant la réforme ou avant le lancement de la réforme par le gouvernement. Uniquement les téléphones importés après cette réforme, puisque la loi n'est pas rétroactive, je le répète, seront donc frappés de prélèvement conformément à cette réglementation-là. Et maintenant, les téléphones qui ont par le passé été au moins connectés à un réseau de téléphonie mobile, ces téléphones également sont considérés comme dédouanés et ne sauraient donc faire l'objet d'un prélèvement quelconque. Donc il faudrait que ce soit clair pour tout le monde. Mais 33% du prix d'achat, n'est-ce pas un peu grand? Donc si j'achète un téléphone à 100 000 francs, il faut payer 30 et poussières de 1000, voire 31 000 pour dédouaner ce téléphone. C'est-à-dire il me revient à 131 000 poussières. Est-ce que ce n'est pas un peu exorbitant pour le Camerounais moyen? Oui, on peut voir ça sur cet angle-là, ça peut être perçu comme ça, mais il faut comprendre également que de plus en plus l'économie numérique s'impose à nous, M. Etok, et que jusqu'à nos petits-enfants à la maison, vous savez que mon fils aujourd'hui, lorsque je laisse mon téléphone, il sait comment entrer dans des applications que parfois moi je n'arrive pas à bien maîtriser. Le téléphone aujourd'hui s'impose comme un outil important dans l'industrie numérique qui se présente à nous. Vous êtes sans ignorer qu'avec la Covid-19 dont les séquelles se poursuivent, il a fallu remettre sur la table aujourd'hui le e-learning, le e-commerce, les téléconférences dans le cadre des rencontres gouvernementales et autres. Donc aujourd'hui, l'économie numérique s'impose à nous et il faudra également que nous sachions qu'elle a un coût. Elle a un coût parce que désormais, contrairement à l'époque ancienne, vous ne pouvez plus aujourd'hui poster votre lettre à votre parent à l'étranger, payer les droits postaux et autres. En un clic, vous avez la possibilité de communiquer avec votre parent à l'étranger. Donc, s'il a un coût, il faudrait qu'on l'accepte, mais n'oublions pas qu'il a également des facilités. Il a des avantages qu'il a apportés à la société. Aujourd'hui, vous pouvez postuler à un emploi à travers votre téléphone. Vous pouvez créer une entreprise via n'est-ce pas, la connexion Internet. Vous pouvez vendre vos connaissances, votre profil via la connexion Internet. Donc, il y a également des facilités, il y a des opportunités qui me semblent plus intéressantes que les 33%. Serge Pilonana, c'est vrai, vous avez dit l'économie numérique a un coût, mais vous savez qu'avec la Covid, vous l'avez dit, il y a eu de nouvelles méthodes qui sont entrées dans le cadre de l'éducation. On a l'éducation à distance, on a le e-learning et autres. Tout ça nécessite que le parent investisse dans l'achat du matériel, de tablettes ou de smartphones. Déjà, le parent asphyxié par la crise économique. L'avènement encore de cette taxation ne vient-elle pas créer un autre problème, de résoudre même
certaines difficultés qui ont été recensées autour de cette taxation. Oui, très pertinent, monsieur. Donc, mais il ne faut pas oublier qu'on demande souvent à l'État, vous parlez du e-learning, de jouer son rôle régalien, celui d'assurer l'éducation à tout le monde. Mais il faut bien se dire que l'État a besoin des moyens et il prend ses moyens, il tire ses moyens dans la douane est l'une des sources de l'État. Les droits et les taxes douaniers constituent l'une des sources privilégiées de l'État. Donc, si l'État doit accompagner les parents, par exemple, sur le plan de l'éducation, avec le e-learning qui revient en force, il faudrait bien qu'on se dise que l'État a besoin également de sécuriser ses recettes parce qu'il est attendu sur tous les fronts. Alors, permettez-lui de travailler, permettez-lui d'avoir des revenus qui permettent également d'assurer l'intérêt de tous. Serge, vous avez dit dans votre propos, cette taxation est insérée dans la loi des finances de 2020. Pourquoi avoir attendu 10 mois pour l'appliquer? Oui, la loi de finances 2019, on est mal au-delà de 10 mois. Mais vous savez, M. Etok, les décisions politiques, je les compare souvent au gouvernail d'un navire, à la différence du volant d'une voiture. Vous savez, quand vous tournez le volant d'une voiture, directement la voiture obéit à la manœuvre. Mais seulement, lorsque vous tournez le gouvernail d'un bateau, vous allez vous rendre compte qu'entre le temps que fait au niveau de la manœuvre et l'exécution du navire, il y a un délai qui va se présenter. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Nous sommes là dans le cadre d'une politique économique, d'une décision de politique économique, notamment budgétaire, qui vise à permettre à l'État de sécuriser ses recettes. Et je pense que l'opportunité me semble plus judicieuse que la légitimité de l'application de la réforme. Pourquoi? Parce que vous allez observer que, premièrement, ça va permettre à l'État de sécuriser ses recettes. Deuxièmement, on est dans le cadre d'un processus de modernisation, n'est-ce pas, du système de collecte des droits et des taxes de douane, qui permettra de capter, quel qu'en soit le lieu où le contribuable se trouve, les droits de l'État, mais aussi d'éliminer le contact physique. Monsieur Itok, vous savez que quand il y a contact physique, la corruption émerge. Donc c'est l'autre grand avantage de cette réforme. Et en plus, n'oubliez pas que quel qu'en soit le mode d'entrée du téléphone, il sera soumis à un contrôle systématique via cette numérisation mise en place. Donc on va également combattre en même temps la contrebande dans ce secteur d'activité-là et donc les actes illicites qui portent atteinte à la sûreté de notre pays. Serge Pélé, au-delà d'être économiste, vous avez d'autres compétences et c'est par rapport à ces autres compétences que nous allons maintenant parler de la météorologie et de la gestion des catastrophes. La semaine dernière, la communauté internationale a célébré la journée internationale des catastrophes, alors que le Cameroun, lui, chaque année, proie sous des phénomènes naturels. On voit des éboulements, des inondations. Aujourd'hui, ne peut-on pas préserver ces accidents, se préserver de ces accidents, alors que nous essayons, alors qu'on voit que l'eau est comprimée avec des constructions, avec autres projets. La comprimation de l'eau, si je peux le dire ainsi, le fait que l'eau soit compressée crée des inondations et autres. Que peut-on reprocher au Cameroun aujourd'hui? Pas grand-chose, parce qu'il faut comprendre que même s'il y a des efforts à faire, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes face à un changement climatique qui n'est pas une affaire propre au Cameroun, qui est une affaire mondiale. Je dois vous préciser, M. Itok, qu'en 2019, l'Organisation météorologique mondiale a indiqué que l'année 2019 était la deuxième année la plus chaude de l'histoire de la planète, avec des températures assez importantes qui ont des conséquences sur le niveau de la mer, parce que la planète est très chaude, il y a l'effondrement des glaciers qui augmente le niveau de la mer, ce qui entraîne donc justement des débordements, comme cela a été le cas à Douala il n'y a pas longtemps, le 21 août dernier. À côté de cela, vous avez les problèmes de sécheresse qui sont également de plus en plus importants avec le changement climatique. Vous avez les sécurités alimentaires qui refait surface, notamment dans les zones sahéliennes. Vous avez les questions relatives aux pandémies qui naissent, n'est-ce pas, des inondations, par exemple les pandémies comme le choléra,
qui est généralement une maladie hydrovéhiculée après inondation. Donc vous avez une situation mondiale comme celle-là qui nécessite trois grandes choses. La première chose, à mon humble avis, c'est d'abord la prévention. La prévention, c'est quoi? La plupart du temps, il est démontré d'ailleurs que à peu près 75% des catastrophes naturelles sont d'origine hydrométéorologique, c'est-à-dire qu'elles émanent de l'eau. Et donc, il faut pouvoir avoir une information météorologique de qualité et la véhiculer aux populations. Et je crois qu'à ce niveau, la direction de la météorologie nationale du ministère des Transports communique suffisamment ces derniers temps sur les prévisions météorologiques qui devraient être prises en compte parce que ces prévisions permettent de réduire la vulnérabilité des populations face au changement climatique et aux conséquences météorologiques extrêmes. Deuxième importante action à mener, à mon humble avis, c'est l'adaptation. Nous devons comprendre désormais que les conditions météorologiques et le climat changent et il faut que les populations apprennent à adopter des attitudes conséquentes. Qu'est-ce que j'entends par attitude conséquente? On devrait pouvoir se dire, lorsque je m'en vais construire sur un drain, je mets en mal ma sécurité en tant qu'individu, je mets aussi en mal la sécurité de la collectivité. C'est la même chose dans des zones marécageuses, dans des bas-fonds où vous avez des gens qui s'installent, sachant très bien que c'est des zones interdites. Parfois, vous présente un titre foncier, M. Etok, parfois un permis de bâtir, et vous vous demandez comment est-ce que cela a pu se faire. Et c'est là où la responsabilité des autorités est mise en cause. C'est-à-dire, il n'est pas sérieux dans un pays de donner des autorisations à des personnes pour des zones à risque. Voilà. Donc, voilà des attitudes qui devraient permettre que nous n'allions pas vers des conséquences irréversibles. Serge Pillay, est-ce que vous croyez aux prévisions météorologiques au Cameroun? Oui, absolument. Après les inondations enregistrées à Douala, je crois que c'était le 22, sauf si je me trompe, c'est le 22 juillet, bon, je peux me tromper. Le 21 août. 21 août, voilà, au niveau de la date. On avait annoncé quelques jours après des grandes averses, mais on n'en a rien vu. Qu'est-ce qui peut justifier ça? Oui, vous faites allusion là, je m'en souviens bien, au service, à l'information qui avait été véhiculée sur les réseaux sociaux, oui, qui annonçait que les services de la SECNA prédisaient des pluies encore plus sérieuses, oui, plus importantes que celles qui avaient été observées le 21 août. Eh bien, je vais vous rassurer, M. Etok, et rassurer nos téléspectateurs, que c'était un fake news. Pourquoi un fake news? Le service de la SECNA, les services de la SECNA n'ont pas vocation à diffuser leurs données privées sur la place publique. Donc c'est quelque chose qui n'existe pas à la SECNA. J'en parle pourquoi? Parce que nous représentons au niveau de la région littorale la tutelle des services de la SECNA sur le plan technique. Deuxième raison, c'est que la SECNA présente des diffusions météorologiques qui ne sont pas adaptées au public, mais qui sont orientées vers la navigation aérienne. C'est-à-dire qui servent à la sécurité de la navigation aérienne. Donc vous voyez que cette source n'était pas fiable. Voilà pourquoi, et très rapidement, le citoyen lambda a dit c'est la météo, elle n'a pas dit la vérité. Non, 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 il n'en était rien. Quelle politique vigoureuse peut-on mettre en pied au Cameroun pour éviter justement les inondations, les éboulements, en dehors de ce que vous venez de citer, telles que les constructions dans des drains et autres? Est-ce que vous pouvez proposer des mécanismes stricts qui permettraient à l'État de maîtriser aujourd'hui non seulement les prévisions météorologiques, mais de maîtriser ces éboulements et ces inondations qu'on enregistre dans la ville de Douala et dans bien d'autres régions? Effectivement, je dois préciser que le ministère en charge de la météorologie nationale, en l'occurrence le ministère des Transports, fait son travail. Et ce travail est relayé au niveau des services météorologie régionaux, à l'instar du littoral. Et ce travail, c'est de dire quoi? Attention, nos données techniques nous annoncent des risques importants de précipitation ou encore des risques importants de catastrophes naturelles. Prenez des mesures. Ça, c'est le rôle de la météorologie. Maintenant, la météorologie doit se faire accompagner, une fois qu'elle a donné l'alerte, sur le terrain,
par d'autres services. Je vais vous parler par exemple de la direction de la protection civile, qui a la responsabilité de pouvoir dire aux populations, quittez de cette zone, parce qu'on nous a dit qu'il y a un risque important, localisez-vous ailleurs. Et prendre des dispositions logistiques et matérielles pour cette délocalisation, n'est-ce pas, pour mettre à l'abri les populations. Et maintenant, vous avez le rôle de la mairie, qui est, surtout avec le processus de décentralisation, et plus que jamais son destin à main, qui devrait mener les actions d'assainissement nécessaires, comme par exemple la salubrité dans la ville, la discipline des citadins, sur le fait de ne pas boucher les carnivaux, sur le fait de ne pas boucher les voies de ruissellement des eaux, sur le fait, n'est-ce pas, d'être attentif aux prévisions météorologiques, parce que les populations doivent se dire désormais, la météorologie aujourd'hui doit faire partie de mon agenda. Serge Pélé, avez-vous des conseils à donner aux populations contre les aléas du changement climatique? Oui, naturellement, il y a beaucoup de gestes qui sauvent face au changement climatique. La première des choses, c'est que lorsque nous sommes, et ce sera bientôt le cas parce que nous sommes en train de terminer la grande saison des pluies, nous allons entrer bientôt dans la saison sèche. Les températures sont de plus en plus violentes à cette période-là. Il est recommandé davantage de s'hydrater. Il faut boire beaucoup d'eau, peut-être substituer de l'eau à la bière et aux sucreries. Il faut beaucoup se réhydrater pendant ces périodes-là. Il faut également assainir son milieu, assainir son environnement. C'est-à-dire être propre autour de soi. On a coutume de dire un corps sain dans un environnement sain. Parce que lorsque l'environnement est malsain, il est facile, surtout lorsque on habite dans des bas-fonds ou alors dans des lieux inadaptés, de se faire emporter par les eaux. Donc, il y a cette responsabilité individuelle-là qui est fondamentale, parce que comme je l'ai dit, elle permet de se protéger et de protéger ceux qui nous entourent. Il y a également urgence pour les populations de se connecter, je vais le réitérer, aux prévisions météorologiques qui, dans le cas de la région du littoral, sont disponibles tous les samedis dans une tranche d'antenne spécialisée entre 12h30 et 13h. Ces prévisions météorologiques devraient leur permettre d'anticiper. Parce que c'est ça l'enjeu, M. Etok. On ne peut pas éviter les catastrophes naturelles parce qu'elles relèvent de la nature, mais on peut réduire la vulnérabilité des populations, on peut atténuer les conséquences de ces catastrophes-là et on peut également s'adapter à ce nouveau contexte climatique en mettant en place non seulement des bons comportements, mais aussi, il faut terminer par là, parce que c'est très important, en étant également capable, lorsqu'on est un citoyen, de pouvoir choisir comme formation la science météorologique. Je dois vous dire que de plus en plus, avec le contexte actuel, le gouvernement a pris en main la nécessité de former des Camerounais dans cette science, qui est une nouvelle science, parce qu'elle n'entre pas dans notre schéma classique d'éducation et de formation, et qui doit donc s'imposer. Je vais vous préciser qu'à l'École nationale supérieure polytechnique, on forme des ingénieurs, des travaux et des ingénieurs de conception en météorologie, en climatologie, en agrométéorologie, parce que nous sommes un pays de rente, un pays agricole, et aujourd'hui l'agriculture est l'un des secteurs victimes, n'est-ce pas, des variations climatiques, parce que les récoltes sont perturbées, on ne sait plus quand il faut aller semer, on ne sait pas si la pluie qui tombait d'habitude de telle période à telle période va tomber. Souvent on y va croyant qu'elle va tomber, elle arrive tard. Souvent on se dit, elle est arrivée tard, on va attendre, elle arrive plus tôt. Donc le secteur de l'agrométéorologie, donc tous ces secteurs-là sont désormais incontournables pour le développement de notre pays et pour l'adaptation de nos populations à ce nouveau contexte. Serge Pélé Onana, une dame à la direction mondiale des catastrophes, est-ce que cela vous inspire? Une Camerounaise. Une Camerounaise, bien entendu. Monsieur Etok, ça renvoie tout simplement au fait que les Camerounais sont des gens compétents. Et c'est pourquoi j'ai aimé votre précédent intervenant tout à l'heure, parce qu'il a remis sur la scène le patriotisme et l'amour de son pays. Donc, si on a Madame Yap aujourd'hui, secrétaire général de l'Organisation internationale de la protection civile, ça veut dire qu'il y a des compétences au Cameroun qui sont reconnues mondialement. Alors, j'ai envie de demander comme le chef de l'État, nous avons les ressources, nous avons les compétences. Qu'est-ce qui nous manque? Le
cas du port autonome qui a été évoqué tout à l'heure est un exemple éclatant et retentissant. Voyons comment un citoyen parvient à redonner au port sa souveraineté économique, sa souveraineté logistique et surtout sa souveraineté industrielle. Parce que, voyez-vous, avec la création d'une régie déléguée à la gestion du chenal d'accès au port de Douala, nous avons la possibilité de générer des emplois locaux qui étaient suspendus parce qu'on avait confié à un privé, n'est-ce pas, qui ne sait que faire des bénéfices, qui n'a pas le souci de l'État qui est celui de l'intérêt général, le souci de l'État qui est celui de l'indépendance économique. Donc je pense que c'est un exemple qui doit ramener et remettre sur la table dans l'esprit des Camerounais que le développement du Cameroun se fera avec les Camerounais ou ne se fera pas. Merci Serge Pelé pour cette exhortation. Mesdames et messieurs, c'est avec ces dires de Serge Pelé Onana qui interpelle les Camerounais sur l'objectif du développement qui est le sien. Nous vous souhaitons de passer un très bon week-end, très bon début de semaine à vous. Au revoir et à dimanche.